C'est l'instant causerie de ce jeudi. Avec nous en plateau, Félicien Fagnon qui est journaliste au quotidien Le Matinal, notre journal partenaire. Félicien Fagnon, bonjour. Bonjour J-Christ, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci de répondre présent à notre appel. Jean-Del Etienne Glessoubé qui est journaliste à la radio Cap FM. Jean-Del, bonjour. J-Christ, bonjour à mes téléspectateurs, bonjour. Et puis avec nous en plateau aussi Gabin Goubi qui est journaliste au quotidien Les Pharaons, un journal qui paraît aussi au Bénin tous les jours. Gabin, bonjour. Bonjour J-Christ, bonjour Olali. Bonjour, merci d'être là pour cette causerie et lutter contre la politisation de l'administration et la corruption. C'était l'un des objectifs fixés dans le projet de société du candidat Patrice Talon. Il est président depuis 2016 et cet objectif est concrétisé cette année, vient d'être concrétisé. Une base de données des cadres à nommer vient d'être constituée des cadres de la chaîne de dépenses publiques. Félicien Fagnon, de quel œil voyez-vous cela? Je pense que le chef de l'État est en train de tenir progressivement et donc toutes les promesses qu'il a eu à faire pendant les élections. C'est vrai, il ne peut pas tout faire, mais il y en a quand même qui sont principales et auxquelles il est en train de quand même tenir parole. Je vais parler donc de la constitution de cette base de données, c'est vrai, et elle a été annoncée depuis un moment et devait être rendue publique depuis, mais ça a tenu parce que ça fait plusieurs mois déjà que nous avons appris que cette base est prête. Et même les intéressés qui avaient été retenus étaient donc au courant déjà et attendaient donc de se faire nommer pour prendre fonction. Mais paraît-il que il a été demandé de faire une enquête de moralité. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le niveau, les compétences et l'expérience qu'il faut pour gérer, pour occuper les fonctions dont il s'agit, mais il faut qu'on fouille un peu dans la vie de ces fonctionnaires-là, de ces hauts fonctionnaires pour d'abord savoir de quoi ils sont capables, ce qu'ils avaient fait par le passé. Sinon, on risque de nommer encore des gens compétents, oui, mais qui ont des dossiers vraiment sales et qui ont un passé un peu sale. C'est pour ça qu'ils avaient donc lancé cette enquête de moralité qui a pris tout le temps qu'il faut. Nous voilà aujourd'hui avec une liste et il y a des DAF. Désormais, si un ministre veut nommer un DAF, il ne peut pas dire j'ai un parent, j'ai un frère, j'ai un ami. Il ne peut qu'aller puiser dans cette liste. Et selon même nos informations, c'est même que le ministre ne peut même pas, il n'y a pas une liste affichée sur laquelle il a choisi. Non, c'est même un tirage au sort. Un tirage au sort. Donc il choisit même quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Et il est obligé de travailler avec cette personne. Et là encore, je précise parce que il peut arriver que vous tombiez sur quelqu'un qui soit votre ami. Aujourd'hui, sous le président Patrice Talon, l'administration des finances a été réorganisée. Au point même où les DAF aujourd'hui, ils gèrent vraiment et effectivement rien que l'administration et peut-être aussi les finances, mais tout ce qui a rapport et tout ce qui faisait les DRF, tout ce que les DRFM faisaient, et on les croyait tout puissants, on les voyait comme étant tout puissants, ça n'existe plus aujourd'hui. Il y a les personnes responsables des marchés publics qui, par le passé, étaient donc les secrétaires généraux des ministères. Mais aujourd'hui, avec le régime actuel, les PRMP sont nommés au même titre que les DAF. Et les PRMP sont nommés par le ministre. Le DAF est nommé en conseil des ministres. Voilà la différence. Et en plus d'eux, il y a eu au départ les CCMP, les chefs de cellules de préparation des marchés publics. Oui. C'est-à-dire eux, ils sont là pour contrôler tout ce que la PRMP fait, les demandes des électeurs. Oui. Mais aujourd'hui encore, le ministère des Finances a nommé, à travers donc l'autorité, les DCMP, je crois, les délégués du contrôle des marchés publics. Donc, tout ça aujourd'hui pour renforcer le système. C'est pour vous dire que si vous êtes aujourd'hui entrepreneur et que vous voulez postuler à un marché public, à un avis d'appel d'offres, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous respectez les directives données et tout ce qu'il faut, c'est que vous gagnez le marché, même sans connaître quelqu'un dans le circuit. Voilà. Avant de revenir sur tous ces détails, Jean-Del Etienne Glessoubé, est-ce qu'il y avait une nécessité pour qu'on crée une base de données concernant les cadres de l'administration? C'est vrai que le bilan de la gouvernance incombe à une seule personne, le président de la République, mais il ne peut pas être partout à la fois. Et donc, il faut quand même des cadres béninois pour l'accompagner. Mais ce qui tue plus la gouvernance dans un pays, c'est la politique. Parce que lorsque vous mettez un proche qui n'a pas forcément le mérite qu'il faut, mais parce que, bon, il a fait campagne pour X ou Y, et finalement, on ne retrouve que des nominations pour récompenser les tierces personnes, on ne peut pas attendre un résultat. Et donc, pour le faire, et pour qu'on puisse avoir aussi de la transparence dans les nominations, et aujourd'hui, ce qui importe, c'est le résultat.
au-delà même de ce que, bon, ça peut être un parent ou quelqu'un qui a le niveau, ça crée de la transparence. On ne dira plus désormais, telle personne occupe cette fonction parce qu'il est proche d'un ministre, parce qu'il est proche du régime. Mais c'est parce qu'il a les qualités qu'il faut pour pouvoir travailler. À mon humble avis, je pense que c'est une très bonne chose. Et on doit l'étendre au-delà même des ministères, dans toutes les directions et même dans les collectivités locales. Parce que quand on le fait, quand on arrive à enlever la politique de l'administration, mais le résultat est là. De 2016 à aujourd'hui, même si on n'a pas encore commencé par exploiter cette base de données, mais tout ce qui se fait déjà, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu des cadres de 2016 à aujourd'hui, mais tout ce que nous voyons, c'est des gens, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, puisque le résultat, il est là. Pour moi, je dis, c'est une très bonne initiative. Ça nous permet de lutter contre la politique de l'administration et la corruption. Vous partagez cet avis, Gabin? Oui, tout à fait. Vous savez que la matérialisation de cette ambition-là est à saluer. Parce que c'est pratiquement aux premières heures de l'avènement du régime de la rupture que la décision a été prise en Conseil des ministres. Et au nombre des mesures normatives, justement, le chef de l'État a décidé désormais de confier un certain nombre de tâches relevant de la chaîne des dépenses publiques, justement, à des cadres qui ont été formés pour la chose. Et puis, vous avez vu qu'il y avait un appel d'offres qui a été lancé. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est venu pratiquement 3 ans après que l'ambition ait été affichée, oui. Mais cela n'est pas à des raisons. Que je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, la procédure a dû prendre du temps parce qu'il fallait bien s'imprégner de l'intégrité, de la compétence et de l'efficacité des cadres qui ont postulé à ces fonctions-là. Et aujourd'hui, c'est heureux qu'à l'arrivée, on dit que le Bénin dispose d'une base de données, dispose, n'est-ce pas, d'un répertoire dans lequel il est loisible à toutes ces autorités-là d'aller piocher, d'aller fouiller, pour pouvoir récupérer ces cadres. Parce que ça ne se comprend pas justement que l'État déploie de l'argent pour former des gens au sein de nos écoles. Vous savez, j'ai lu les noms de cadres qui ont fait l'ENAM, qu'il y en a qui ont fait l'ENEAM, des gens qui ont été formés pour la gestion des projets, par exemple. Et on laissait tout cela en rade. On allait piocher parmi des connaissances des gens qui sont choisis sur la base de certaines affinités, ce qui compromet même le développement du pays. Vous savez, les dépenses publiques ne doivent pas être gérées par n'importe qui. Aujourd'hui, on a au moins la certitude que c'est des hommes qu'il faut, qui sont, n'est-ce pas, qui seront à la place qu'il faut. Et c'est une déclinaison de cette ambition du gouvernement que moi je salue particulièrement. Et je vais espérer que ça va induire, n'est-ce pas, une nouvelle méthode de gestion à la gouvernance et qui aurait désormais de l'efficacité et de la rigueur dans ce qui sera fait en termes de dépenses publiques et de passation des marchés, comme l'a rappelé tout à l'heure le confrère Félicien Fagnon. Voilà. Avant d'arriver à la constitution de cette base de données, il y a tout un préalable. Il y a eu des évaluations et également de l'évaluation concernant psychotechnique, voilà, c'est l'appellation. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Vous savez, il ne fallait pas juste voir les CV ou bien juste voir les diplômes. Il fallait vraiment tester les gens, pas forcément les faire écrire, mais il fallait quand même cette évaluation-là pour juger de la compétence. Vous savez, je ne voudrais pas ternir l'image des cadres béninois. Vous savez qu'il y en a quand même qui ont de faux diplômes. Il y en a quand même qui ont de faux papiers. Et donc, il fallait vraiment aller tester, voir si effectivement c'est de ceux-là qui s'agissent effectivement de ces compétences-là avant de les choisir. Parce que ce ne serait pas quand même bien que le Conseil des ministres rende public une liste de gens dont on va encore douter des compétences ou bien des gens qui, à l'œuvre, seront donc perçus et vus après comme des gens qui en réalité sont nuls. Donc, il fallait vraiment fouiller, pêcher, chercher dans tous les sens et voir de qui il s'agit, trier et sortir les meilleurs. Et même quand vous voyez la liste, en tout cas pour la liste que moi j'ai vue, je dis, il y a moins de noms que de structures. Ça veut dire que, en fait, il y a eu vraiment un tri. Il y a eu un tri qui a été fait. Et certainement que ça va se poursuivre
pour ajouter d'autres, parce que toutes les structures publiques en auront besoin. Parce que là où nous sommes là, c'est même pas évident que tous les ministres, même tous les ministères puissent en trouver. Encore que désormais, quand on vous nomme DAF, il paraît que c'est un contrat, on vous fait 2 ans, après on doit vous changer. Sinon, on va voir s'il faut vous renouveler la confiance ou pas. Mais on vous évalue 2 ans après, on évalue votre parcours et puis on voit s'il faut vous le conduire après. Et donc c'est ainsi que moi je comprends ces critères-là qui ont été donc mis dans le dossier et pour pouvoir sélectionner les cadres. Est-ce que ces critères-là rassurent de l'objectivité dans cette liste, Jandel? Mais c'est même les critères qui devront nous amener à croire qu'il y a du sérieux. Parce que s'il n'y avait pas de critères, et qu'on pouvait permettre à tout le monde d'avoir son nom sur cette liste-là, alors pourquoi on aurait pris tout ce temps pour avoir une base de données? Si on veut avoir une base de données, c'est pour un objectif précis. Et du coup, il faut alors des critères. Et c'est les critères qui permettent d'éliminer certaines personnes pour tenir compte de la qualité des gens. Et donc, ces critères devront nous permettre pour dire, la liste qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le produit fini. Quand on a terminé de tamiser, de faire le tri, c'est les meilleurs des meilleurs qu'on a. Le plus important, c'est le résultat. Le résultat, eh bien, que rapidement on puisse les retrouver à l'œuvre pour qu'ils puissent contribuer aussi au développement de la nation. Ça règle un problème de façon définitive. Lequel? C'est la politisation de l'administration. Ça a tué notre pays pendant des décennies. Parce que lorsque tu mets un proche à un poste de responsabilité qui se dit « je suis redevable », parce que c'est par affinité, c'est lui qui a pris mon CV, c'est lui qui est allé plaider pour que je me retrouve là. On a en tête que je dois forcément lui donner quelque chose, je dois forcément faire ci. Et dans cette intention, lorsque l'intéressé pose un faux pas avec les parrains politiques, celui-là, on le couvre d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque tu passes par cette procédure-là, pour te retrouver à un poste de responsabilité, tu n'as pas de parrain. Tu n'as personne pour te couvrir s'il y a une faute, une erreur. Alors là, ça veut dire qu'il y a une conscience professionnelle et ça, même l'intéressé au travail qui se dit « Ah, je n'ai pas droit à l'erreur ». Donc ça redonne confiance même à l'administration. Et je pense qu'on a beaucoup à gagner, à expérimenter et à continuer toujours dans cette lancée-là. En quoi cela participe-t-il à l'assainissement des finances publiques? Ah oui, il peut en être autrement. Ça doit participer à l'assainissement des finances publiques, étant donné que les personnes choisies sont des personnes qui ont le profil. Ils ont le profil, ils ont le background, ils ont été formés pour. Est-ce que ça suffit? C'est des cadres issus du... Ça ne suffit pas. Et les confrères ont tout fait de le rappeler. Il y a eu des critères qui ont été fixés en dehors donc de votre formation académique, de votre formation professionnelle, de votre profil. Il faut, n'est-ce pas, la moralité, il faut l'intégrité, il faut la compétence. Et c'est pour ça justement que l'État a initié ces genres de tests, a émis certains critères pour pouvoir crédibiliser même l'individu qui est appelé à assumer cette fonction républicaine, cette fonction étatique-là. Donc forcément, des gens qui auront prêté serment. C'est des gens ceux qui aujourd'hui seront liés d'une manière ou d'une autre. Je suppose que j'étais peut-être comptable d'une organisation qui appartenait à un frère ou à un ami. Je peux me permettre de faire les gymnastiques financières, les détournements, enfin, la gestion que je veux. Mais désormais, ils doivent savoir que la fonction à laquelle ils sont appelés, c'est-à-dire les obligations qui sont désormais les leurs, sont d'une manière ou d'une autre élevées et seront plus importantes parce qu'ils auront affaire à l'État. Et comme l'a rappelé Jandel tout à l'heure, c'est des gens qui sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas de parrain politique, donc ils n'auront pas de pression d'une manière ou d'une autre. Donc, ils n'auront que leurs compétences, leur savoir-faire, leurs résultats pour témoigner de leur efficacité. Et ils n'auront pas d'autre choix, n'est-ce pas, que de se concentrer uniquement sur cela, sur l'obligation des résultats, justement. Parce que c'est ce qui est recherché par l'État aujourd'hui, après avoir fait l'état des lieux, après avoir fait le point de de la gestion qui a été souvent faite de nos ressources publiques, justement, pour arriver à cette décision-là. Et je vais espérer aujourd'hui que cela participera, bien entendu, à assainir la conduite, n'est-ce pas, de nos dépenses au niveau de la chaîne publique, rassurera d'une certaine manière les investisseurs également, et ceux qui vont justement postuler pour les appels d'offres. Parce que quand l'environnement est assaini, quand les conditions sont favorables, quand les choses... Enfin, vous avez
l'assurance de l'impartialité et de la neutralité de la personne qui aura étudié votre dossier, cela vous rassure dans une certaine mesure. Vous n'avez pas de crainte à soumettre votre dossier. Et je vais espérer que ces personnes-là sauront véritablement répondre aux attentes et pour un meilleur assainissement, n'est-ce pas, de notre administration en termes, n'est-ce pas, de gestion des finances publiques. Vous avez parlé de l'amélioration de l'image de l'administration. Est-ce que ça peut rassurer les investisseurs, Félicien? Bien sûr, si l'investisseur a toutes les garanties que l'argent qu'il envoie est bien géré, je pense qu'il n'aura pas de doute à encore en mettre. Ça, là, c'est clair. Mais si on parle des techniciens qui sont dans le domaine. Oui. Maintenant, il faut aussi rappeler, ça, nous n'allons pas louer cette réforme et magnifier ceux qui ont été choisis seulement, sans donc tenir compte du système dans lequel ils vont être. Vous savez, lorsqu'on vous met aujourd'hui dans un véhicule qui n'est pas en forme, on ne vous perçoit pas comme une grande personne. Hein. Quand vous passez, c'est que bon, c'est que celui-là ne vaut rien. Parce que si vous voyez la voiture dans laquelle il roule, tout ça, c'est pas. Mais quand vous mettez dans un véhicule neuf, quand vous passez, c'est que vous êtes respecté. Je veux dire ceci. Ces personnalités-là vont être nommées, c'est clair. Et elles ont toutes les qualités qu'il faut. Mais si on les envoie dans un système pourri, dans un système qui n'est pas bien assaini, vous savez, le problème qu'on refuse, qu'on évite, va toujours demeurer. Et je pense que le régime a quand même fait déjà des efforts en assainissant donc le milieu, c'est-à-dire les finances. Oui. Vous savez aujourd'hui que vous ne pouvez plus aller dans une structure de l'État, aller faire une prestation et même mettre 10 000 francs dans la poche aussi facilement, si ce n'est pas par avis d'appel d'offres. C'est clair. Il n'y a plus aujourd'hui, amenez-moi 3 dossiers, 3 entreprises, là on va voir rapidement, on fait une consultation. Il n'y a plus ça aujourd'hui. C'est des choses qui facilitent la tâche au DAF. C'est ce qui facilite la tâche à la PRMP elle-même d'ailleurs qui sélectionne. La procédure est respectée. En matière de commande publique aujourd'hui, la procédure est respectée. Quel que soit le montant. Les tests ont dit quel que soit le montant. Même si c'est 1000 francs. Moi j'étais sur une activité hier ou avant-hier quelque part où on voulait faire manger les gens. Mais parce que le temps est parti, il n'y a plus le temps pour passer le marché. Parce que la restauration, il faut passer d'abord normalement le marché. Donc on a dit, il faut payer les gens. Il faut que chaque participant vienne signer pour prendre son argent à 10 000 francs et partir. Parce qu'on ne peut plus commander. Alors qu'avant, il suffisait de passer la commande. On va voir la personne, on va se voir à Cotonou, on se voit au bureau et c'est le DAF qui remet de l'argent. Je me rappelle même sous d'autres régimes que moi, que vous voyez, j'ai fait une prestation à des DRFM. Le DRFM avait même de l'argent, de la liquidité dans son bureau. Je suis allé, j'ai pris la facture et on me paye. Le DRFM. Aujourd'hui, le DAF n'a même pas 100 francs dans son bureau. Il ne peut même pas vous payer. C'est la régie centrale qui vous paye. Et la régie, avant de vous payer, il y a des procédures. Donc, ces personnalités, il fallait quand même préparer le cadre. Il fallait quand même que le système soit bien assaini. Et là, on met le DAF là. Il est à l'aise, il travaille. Si le système est pourri, si en dessous de lui, il y a encore des gens qui ne sont pas propres, c'est clair que ces DAF vont beau avoir la volonté de travailler, de servir comme cela. Ils vont beau avoir les qualités qu'il faut, mais ils ne pourront jamais atteindre les résultats. Et donc, et sur ce plan, je crois que le pouvoir, le régime, le gouvernement a encore un devoir, c'est de pouvoir les suivre. Non seulement les suivre de très près, mais ceux qui collaborent avec eux, de continuer par assainir donc le système de fonctionnement des finances publiques pour que ces DAF-là ne soient pas déçus eux-mêmes. Parce qu'ils pourront aller facilement en prison si ceux qui sont avec eux, leurs collaborateurs commettent des erreurs. Donc je crois que c'est à cela qu'il faut quand même, c'est suite après qu'il faut lancer au gouvernement. Au gouvernement, Jean-Del. Je pense que l'environnement est déjà assaini. Parce qu'il y a des pratiques qu'on n'observe plus depuis 2016. Donc ça rassure de ce que ces gens-là qui seront nommés vont travailler dans un nouveau environnement. Un environnement sain qui les favorise. Oui, mais quelle garantie a-t-on que cet environnement va perdurer dans le temps ou survivre comme ça dans le temps? Non, je pense que nous avions en face de nous un régime qui a une vision. Oui. Mais les régimes se succèdent aussi. Bon, les régimes se succèdent, mais il y a aujourd'hui des tests, il y a des lois. Même si, entre-temps, beaucoup n'étaient pas respectés, notre souhait, est-ce que c'est de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière? C'est de poursuivre. Et donc, c'est d'espérer que même si ce régime passe et qu'un autre arrive, qu'on reste toujours dans la même dynamique. Parce que ce qui importe, c'est le Bénin. Et pour atteindre les objectifs de développement, on en a besoin. Et donc, l'environnement est déjà assaini, l'environnement est favorable. Et du coup, je pense que chacun est mis devant ses responsabilités et doit faire le travail pour lequel il est nommé pour l'avancement du pays. Et sur ce plan, si vous me préciser que
aucun régime, quelles que soient ses qualités, aucun régime ne voudra reculer. Tout régime, même si un nouveau régime vient qui n'est pas le régime du président Patrice Talon, ou bien quelqu'un qui est... C'est la question même, ça. C'est clair qu'il ne voudra pas reculer en allant encore aux anciennes pratiques que tous nous déplorons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres qui sont en prison. Il y a beaucoup de financiers qui sont en prison. Pour avoir mal géré. Pour avoir mal géré, mais parfois, pas forcément de façon intentionnelle. C'est qu'ils ne le savaient même pas. Ils ne maîtrisaient pas. Ou ils avaient été induits en erreur. Vous savez, vous allez en mission, et puis au lieu de faire 6 jours, vous faites 6 jours. Et on appelle le DF pour DFM. Il faut leur compléter la 6e journée. Mais en réalité, le financier, il ne peut pas faire autrement. Et il va essayer de passer, il faut satisfaire à la demande du ministre, sinon il va vous limoger. Parce que c'est lui qui vous a fait nommer, c'est lui qui vous a nommé, il va vous limoger. On se débrouille pour payer, sans preuve. Aujourd'hui, beaucoup sont en prison. Et donc, je ne pense pas qu'un régime viendra et voudra reculer en remettant en cause toutes ces réformes qui sont quand même des réformes salutaires. Oui. Auparavant, il y avait des DRH, il y avait des DRFM. Aujourd'hui, il n'y a plus de tout ça. Oui. C'est un seul DAF, c'est lui qui gère les ressources humaines et les ressources financières. Et pour l'aider, ils ont aujourd'hui fait en sorte que les PRMP soient nommés, ce n'est plus des gens qui cumulent des fonctions, qui soient nommés pour pouvoir aider le DAF à gérer le côté par exemple des marchés publics. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de doute que quel que soit le régime qui viendra, il n'y a pas de doute que ça va être remis en cause. Très bien. On va parler de la lutte contre la misère. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la misère. Un exercice de clarification. Quelle définition donneriez-vous au mot misère, Gabin? C'est quoi la misère selon vous? À mon humble avis, la misère fait appel à la notion de pitié, à la notion de condition d'une personne qui... condition défavorable. C'est-à-dire la personne n'a pas les moyens de s'assurer ses besoins quotidiens. Donc la misère s'apparente un peu à la pauvreté, et donc c'est la condition sociale qui est en vue. Et donc pour moi, c'est en quelque sorte l'incapacité d'un individu ou bien d'une couche sociale à s'assurer ses besoins fondamentaux. Et je sais qu'aujourd'hui, le thème est d'actualité depuis que le régime est là, parce que les réformes qui sont en train d'être initiées et qu'il faut saluer d'ailleurs ont induit ont des impacts, du moins négatifs, sur le côté social. Ça, il faut le reconnaître. Tout à l'heure. Mais Jean-Del, vous pensez que la misère est encore plus en avant que la pauvreté, tout simplement? Lorsque quelqu'un dit « je suis pauvre », est-ce qu'il dit « je suis dans la misère » ? Non, je pense que le tout, ça dépend de la situation dans laquelle la personne se retrouve. D'accord. Mais tu peux vivre dans une situation un peu, c'est-à-dire dans la misère, mais pas forcément totalement pauvre, ça dépend. Mais c'est que ce n'est pas une fatalité. On peut vaincre la pauvreté, on peut vaincre la misère également. Et quand on parle de pauvreté, de misère, il ne faut pas aller loin. Beaucoup estiment que c'est des choses reculées. Même à Cotonou, il y a la misère, il y a la pauvreté. Va l'a dit, il n'y a pas de domaine. C'est pour dire que quand on parle de misère, de pauvreté, au-delà de ce que, c'est parce que je n'ai pas les moyens, il y a aussi la situation géographique, l'environnement dans lequel vous vivez, qui vous expose, qu'on estime que vous êtes dans la misère. Mais il n'est pas pour autant pauvre. Oui. Très bien. Mais Félicien, est-ce que c'est votre avis aussi, cette façon-là de voir le concept de misère? Mais je pense que celui qui est miséreux, sa situation est pire que quelqu'un qui est pauvre, à mon avis. C'est ça. Parce que la misère, la pauvreté, c'est la condition sociale de la personne. Mais la misère vient empirer la situation. Je suis pauvre, mais la pauvreté, on peut la comparer. C'est par rapport à quelqu'un qu'on dit qu'on est pauvre. Oui. Si lui, il a 100 francs, que moi j'ai 10 francs, par rapport à lui, je suis pauvre, peut-être. Mais je ne suis pas miséreux. Si les 10 francs peuvent me suffire, en réalité, le problème ne se pose pas. Donc, c'est comme ça que moi, je perçois la chose. La misère a plus d'avance. Pas d'avance, mais la misère est pire que la pauvreté. C'est ça. Voilà. C'est moi ma lecture de la chose. Alors, que direz-vous en matière d'un diagnostic du peuple béninois sur le plan de la misère, Félicien? Est-ce que les Béninois, dans leur ensemble, arrivent à se débrouiller pour sortir de la misère, ou sont-ils en misère?
Bien, on ne peut pas faire le diagnostic total sur ce plateau, parce que le temps qui nous est imparti n'est pas forcément suffisant. C'est ça. Mais je pense que de façon globale, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de misère au Bénin. Non, il y a la misère. Dans certaines zones du pays, ça, il faut le reconnaître, parce qu'il y a des zones qui sont naturellement réputées pour subir la misère, compte tenu de l'environnement de vie, les conditions climatiques et tout ce qu'il faut. Il y a des zones qui sont comme ça. Quand vous allez, excusez-moi, quand vous allez un peu vers Carimama, quand vous voyez les conditions dans lesquelles vivent les gens, malgré l'effort que l'État fait, que le gouvernement fait, c'est que vous sentez qu'il y a quand même certains critères qui montrent que les gens vivent de la misère. Il y en a un peu partout. Maintenant, des efforts sont faits, mais on ne peut pas aujourd'hui arriver à dire, bon, on a un résultat satisfaisant. Ça ne peut qu'aller de façon progressive. Ce qui est sûr, l'État, je ne parle pas forcément du régime actuel ou bien du gouvernement, mais je dis l'État béninois fait des efforts aujourd'hui pour que nous puissions bouger. Et le taux de croissance est un indicateur qui montre quand même que notre pays ne peut pas être classé comme certains pays qui sont miséreux. Parce que quand vous voyez le taux de croissance d'un pays, c'est ça qui justifie, qui voit si les gens vraiment sont aisés ou pas. Ça monte. Et au Bénin aujourd'hui, je crois que le taux de croissance est quand même bien. Et les prévisions, les perspectives qu'il y a en cours montrent que nous ne sommes pas quand même un pays miséreux. Gabin Gobillet, tout à l'heure, vous vouliez aborder les réformes, les efforts du gouvernement dans ce sens-là. Oui, le gouvernement fait beaucoup d'efforts par rapport à la condition sociale, mais il faut le dire, les indices ou les taux de croissance qui sont affectés, qui sont attribués à notre pays, contrastent avec les réalités sociales. C'est vrai que tout ne se fera pas du jour au lendemain. Des efforts sont faits aujourd'hui. Vous voyez les projets Arche, ou bien des projets quand même de microcrédit aux plus pauvres, tout ce qui se fait en général pour relever au moins la condition sociale des Béninois un peu à la hausse, sont à saluer. Mais il reste encore qu'il y a des poches de misère aujourd'hui. On le vit tous les jours. Vous voyez, le panier de la ménagère semble s'amenuiser et la situation de la fermeture des frontières nigérianes, terrestres nigérianes ne nous facilite pas la tâche. Donc il faut espérer que véritablement chacun essaye de son côté de faire ce qui est de son devoir pour que les conditions soient créées. Et le gouvernement, Dieu sait que le gouvernement fait des efforts dans ce sens pour créer un environnement favorable aux affaires, parce que ce n'est que dans ça aujourd'hui. Vous savez, quand l'environnement est propice, quand le taux est un peu relevé, ça donne des indices de crédibilité, ça vous rassure par rapport aux perspectives, quoique c'est à long terme. C'est vrai qu'on nous a habitués, les gouvernants successifs qui se sont qui ont été à la tête du pays, nous ont habitués à une certaine facilité. On ne sait pas forcément qu'il faudra travailler pour gagner, pour gagner de l'argent. Donc on était habitués au gain facile d'une manière ou d'une autre. Et donc notre mentalité, il faudrait également qu'on change ça sur ce plan. Il faut que les populations sachent que c'est dans le travail et que c'est dans l'effort qu'on parvient résolument, n'est-ce pas, à faire face à ces charges, à la vicissitude de la vie. Et aujourd'hui, ce nouvel état d'esprit-là est en train d'être imprimé, d'être incrusté dans la tête des Béninois, et ce qui est à saluer. C'est ça. Jandel, est-ce que cette responsabilité de lutte contre la misère incombe uniquement au gouvernement? Je pense que c'est une responsabilité partagée, que ce soit le gouvernement et l'individu lui-même. Parce que si nous sommes d'accord que la misère et même la pauvreté ne sont pas une fatalité et qu'on peut travailler, se battre pour les vaincre, il ne revient pas premièrement au gouvernement, mais c'est d'abord à l'individu lui-même. Tu peux être né dans une famille pauvre, dans une famille vraiment de la misère et réussir à sortir la tête de l'eau. Il y a des exemples justement. C'est ça. Ça dépend d'abord de l'aptitude personnelle que tu as à te battre dans la vie. Et même si le gouvernement jette des milliards et que tu n'es pas prédisposé à sortir de la misère, tu vas passer à côté. C'est ça d'abord la grosse interrogation. L'État fait beaucoup d'efforts avec l'aide des partenaires techniques financiers, notamment la Banque mondiale. Mais vous savez qu'au Bénin, on a eu des projets comme le PSDCC, où à travers une composante des filets sociaux, on donne de l'argent, 3 500 francs aux ménages. Mais lorsque tu vas à Z tout près, et tu poses la question à une dame, 3 500 c'est peu, à Cotonou, mais chez eux là-bas, 3 500 francs par mois,
c'est comme des centaines de millions. Elle te dit, c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui indépendante. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, elle arrive à gérer son commerce. Grâce à ça, elle arrive à scolariser son enfant. Mais il y en a qui ont eu ces sous-là, mais ils n'ont rien fait avec. Mais c'est pour ça que je parlais tantôt d'être prédisposé à sortir de la misère. Quand tu es conscient de ta situation, quand l'État t'apporte une aide financièrement après, tu arrives à t'en sortir. Et avec le projet ACES, ça continue également avec le projet H. La Banque mondiale, en prélude à cette journée, a organisé hier, c'est-à-dire une visite d'école à Soava pour aller constater la misère, la pauvreté dans lesquelles vivent les Béninois et dans lesquelles eux-mêmes ils contribuent à éradiquer. Quand vous prenez une commune comme Soava où il n'y a pas de terre ferme, ou même quand vous prenez une école pour que l'élève quitte, c'est-à-dire le groupe A pour le groupe B, l'élève est, c'est-à-dire il doit forcément prendre une pirogue, mais malgré ça, c'est-à-dire cette population-là, elle est consciente et les gens travaillent et veulent sortir de la pauvreté, de la misère. Je pense que c'est ça. Sinon, si en tant que citoyen, on est là, on estime que bon, l'État c'est le bon Dieu et tout doit quitter, c'est-à-dire le ciel, Dieu fera, on aura tout. On peut injecter des milliards, on n'aura aucun résultat. Oui. Et donc, chaque Béninois doit se dire, on ne cueille pas de l'argent. Et c'est en cela que j'apprécie la détermination du chef de l'État. Parce qu'on a habitué le Béninois à la paresse. Il faut le dire. Ce n'est pas parce que le Béninois n'a pas la force de travailler, mais on a tellement gagné de l'argent facile qu'on ne se dit même plus qu'il est important d'aller travailler avant de gagner de l'argent. Quand on dit que l'argent ne circule plus, je dis, mais est-ce que tu as été prestataire et tu n'as pas été payé? Est-ce que tu es APE, tu n'as pas eu ton salaire? Donc quel argent ne circule plus? C'est ce qui ne devrait pas circuler qui ne circule plus en réalité. Voilà, donc si nous travaillons, nous allons tous gagner notre vie comme cela se doit. Et il n'y aurait même pas de la misère ni de la pauvreté. C'est parce que nous-mêmes, nous ouvrons la porte à la misère. Quand tu es un père de famille, tu n'as pas les moyens, tu as 5-7 enfants. Alors que tu n'arrives pas à te nourrir toi-même 3 fois par jour. Mais tu crées la porte à la misère. Et après tu vas crier pour dire, ah, le gouvernement ne fait rien. Est-ce le gouvernement qui t'a dit d'avoir des enfants au-delà de tes moyens? Et du coup, il faut aussi conscientiser les peuples pour dire, il faut avoir le nombre d'enfants qui correspond à vos moyens. Parce que quand tu as assez d'enfants, que tu n'envoies pas à l'école, celui-là, c'est déjà une source de misère pour toi, l'enfant qui n'est pas scolarisé. Et à la longue, on ne pourra pas alors lutter efficacement contre cette misère et la pauvreté. C'est cette question-là que je m'en vais poser à Félicien Fagnon. Que faut-il faire alors pour accompagner peut-être le gouvernement qui déjà manifestement voit sa volonté dans ce sens-là, à lutter contre la misère? Je voudrais repréciser que la pauvreté est psychologique, elle est mentale, mais la misère est une condition de vie. Alors, pour que l'on puisse accompagner le gouvernement, parce qu'il le faut, si on n'accompagne pas le gouvernement va beau faire des efforts, ça ne va pas aboutir. Vous savez que aujourd'hui, dans les zones qui ne sont pas électrifiées, et ça fait partie des critères de pauvreté d'ailleurs, nous devons faire des efforts pour y implanter des panneaux solaires. Vous savez que c'est les mêmes citoyens bénéficiaires qui vont détruire ces panneaux solaires pour aller les vendre. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes nous acceptions d'abord accompagner le gouvernement. Vous savez qu'il y a des mesures qui sont mises en place aujourd'hui, mises en œuvre bien sûr, pour accompagner les populations qui vivent dans les zones agricoles et leur faciliter la tâche. Mais ces populations refusent ces mesures-là, les rejettent bien sûr et vont adopter d'autres mesures qui leur sont suicidaires. Je vais parler par exemple de l'utilisation des intrants agricoles. L'État dit nous optons pour tel intrant, tel produit, mais on va dans les pays limitrophes, on va en payer d'autres qui détruisent les productions agricoles et qui parfois sont nuisibles à l'organisme. Quand on parle souvent d'intoxication alimentaire ou autre, ça dépend parfois des intrants utilisés. Et donc nous-mêmes, nous contribuons à notre misère, à notre propre misère, sans le savoir. En dehors de tout ça, il y a par exemple des exemples de filets sociaux que la Banque mondiale a appuyé à travers le projet PSDCC, poursuivi, prolongé aujourd'hui, qui est devenu ACES. Vous savez, il y a des zones où le gouvernement a décidé, l'année dernière, je crois, d'envoyer de l'argent pour les microcrédits mobiles et autres qu'on a eu à faire. Dans la Liborie, malheureusement, il y a certaines localités où il n'y a eu plus. Il y a eu inondation. On ne peut pas faire des prêts à des gens
des gens dont les champs sont inondés ou bien dont les maisons sont inondées. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Ils vont dépenser l'argent peut-être pour se faire soigner, ils vont dépenser l'argent peut-être pour manger, ils vont pouvoir entreprendre quelque chose. Et donc naturellement, ceux-là, ils ne peuvent pas en bénéficier et ils vont se retrouver en difficulté. Et donc il y a tout ça qu'il faut voir. Et en dehors de ça, il y a que nous-mêmes aussi, nous devons nous dire que ce n'est pas le gouvernement qui va tout faire. Le gouvernement travaille déjà. On vous donne l'argent aujourd'hui. Moi qui suis sur l'audition, on me donne 1 milliard. Ce n'est pas évident que je puisse le gérer parce que je ne me suis pas préparé pour gérer 1 milliard. Oui. Donc vous voyez la bonne dame qui vend de l'orange, 1000 francs, mais 2100 avec ça, elle tourne. Vous lui donnez 50 000 francs. Si vous ne la formez pas, vous ne la formez pas à l'utilisation de ces 50 000 francs, elle va mal les utiliser et ça va finir en 1 mois et elle va s'endetter. Alors que c'est des prêts. Et donc aujourd'hui, il y a les crédits qu'on donne aux femmes, aux gens, sans discrimination, mais il y en a qui ne sont pas formés pour utiliser ces sous-là. C'est pour ça que nous devons travailler pour que le projet H soit vraiment concrétisé avec toutes ces composantes. Parce qu'il y a un volet formation. Oui. La formation, c'est qu'on vous forme et on vous fait des prêts. Et vous utilisez cet argent-là. Ces prêts ne vont pas servir à vous soigner parce que vous faites partie déjà des extrêmes pauvres qui sont déjà qui sont bénéficiaires de certains produits au niveau des hôpitaux. Oui. Donc nous devons travailler, continuer à travailler pour que ce projet H, dont le coût ça fait 3 000, c'est beaucoup dans 3 000 milliards, pour que ce projet puisse entrer dans sa phase active. Au niveau de tous les volets. Et ça va beaucoup aider. Merci beaucoup Félicien Fayon. Vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal. Merci d'être passé ce matin. Merci. Gabin Goubilly, merci également d'être venu journaliste au quotidien Les Pharaons. Merci d'être là. Jandel Etienne Glessoubé, merci d'être passé. Vous êtes journaliste à Radio Cap FM. Merci.